Le capitaine du Toulon était la courageuse pirate Rosetta, étoile rouge. Elle n'arrivait pas à croire que Nick puisse lui faire une chose pareille. La jeune fille ne comprenait pas comment on les avait retrouvés. Après tout, cette affaire était restée parfaitement secrète et maintenant, son navire brûlait et coulait à cause de leur attaque. Rosetta promit à Nick un navire de guerre personnel si l'affaire se déroulait bien. Elle écarta aussitôt l'idée que Nick puisse la trahir. Elle savait qu'il sauterait sur elle et dans le feu pour la sauver. Mais maintenant, la pirate était assise sur le pont parmi les tonneaux de bois, blessée, et savait que c'était la fin. Soudain, elle le vit. C'était Nick. Il s'approcha d'elle et lui dit qu'elle allait mourir de toute façon, puis lui versa dans la bouche un liquide provenant d'une petite bouteille transparente. Le garçon lui raconta qu'il avait lui aussi conclu un marché. On lui avait promis que tous les passagers du Toulon seraient épargnés s'il livrait le capitaine. Pourtant, elle s'était trompée à son sujet. La dernière chose que Rosetta entendit fut qu'elle devait mourir pour que son équipe puisse survivre. La jeune fille se réveilla sur un lit moelleux, pensant avoir survécu au poison. La literie sur laquelle elle était allongée était trop luxueuse. Rosetta pensait avoir été sauvée par quelqu'un de très riche et influent, ce qui n'était pas très bon pour elle. Le pirate pensait que cela causerait beaucoup de problèmes. La servante cria que Sa Majesté s'était réveillée et peu après, une femme courut dans sa chambre. Elle l'appelait Léa et lui disait qu'elle était très inquiète, que Léa avait traversé tant d'épreuves. Mais Rosetta ne connaissait pas cette femme. La pirate remarqua que cette femme était parée de la tête aux pieds, une robe magnifique et des boucles d'oreilles géantes qui valaient assurément plus de 5 carats. Et puis, une dentelle délicate créée par un véritable maître et un lourd collier, tel un écrin de pierres précieuses. Rosetta comprit qu'elle était devant elle et s'inclina. La jeune fille remercia la dame de l'avoir sauvée et lui demanda si elle pourrait un jour lui rendre la pareille pour sa grande gentillesse. La femme, très surprise, répondit que ce n'était pas nécessaire. Rosetta ne comprenait pas pourquoi tout le monde ici était si gentil avec elle. Et puis, elle se regarda par hasard dans le grand miroir au sol et vit une personne complètement différente. Elle demanda aussitôt qui était cette femme dans le miroir, et la servante et la femme la rassurèrent aussitôt. Il s'avéra qu'il s'agissait de Lady Léa Renux Valdemort. Plus tard, la jeune fille demanda à la servante en quelle année on était. Elle répondit que c'était l'an 415 et non 4011. Et avant cela, la servante lui avait dit que 3 mois s'étaient écoulés depuis le jour où elle avait perdu connaissance. Rosetta comprit alors qu'elle était l'une des 2 filles de la famille ducale. Et elle était aussi la fiancée du prince héritier, ce qui faisait d'elle pratiquement la princesse héritière. La jeune fille imaginait le tapage qu'elle avait fait dans les cercles mondains ces 3 derniers mois. Le majordome entra dans la pièce et informa la dame que le duc l'attendait pour le dîner. Rosetta était toute excitée, car elle comprenait que le duc était son père et qu'elle devinerait tout immédiatement. Mais elle décida qu'elle pouvait s'en sortir et sortit du lit. Quand la jeune fille alla prendre l'air sur le balcon, sa servante cria et la félicita pour sa robe. Elle hurla qu'elle ne voulait pas que la dame se suicide à nouveau. Et la jeune fille ajouta que même si elle le faisait, le prince ne reviendrait pas. C'est ainsi que Rosetta comprit comment Lia était morte. Tandis que la servante se coiffait devant le miroir, la jeune fille observait son apparence, et plus elle l'observait, plus il lui semblait étrange qu'une si belle jeune fille puisse se suicider. De plus, elle était la fille du duc. Rosetta trouvait absurde de mourir à cause d'un garçon. Elle réalisa que Lia avait bu le poison sous ses yeux lorsqu'il l'avait abandonnée. Rosetta essayait de comprendre ce qu'elle et Lia avaient en commun, outre la mort, et pourquoi elles avaient échangé leur corps, et aussi où se trouvait désormais l'âme de Lia et son propre corps. La jeune fille suggéra que la sorcière des mers Calypso pourrait être impliquée. Rosetta commença à réfléchir à la façon de la rencontrer au plus vite. Sa servante remarqua qu'elle s'inquiétait de quelque chose et lui demanda si c'était parce qu'elle avait peur de la réaction de son père à ce qu'elle s'était fait. Rosetta s'inquiéta encore plus. Elle imagina ce qui arriverait si quelqu'un découvrait qu'elle n'était pas la vraie fille du duc. Elle décida de continuer à se faire passer pour une dame. Lors du dîner avec ses parents, la nouvelle Lia oublia les bonnes manières et l'étiquette à table. Son père remarqua alors immédiatement que quelque chose clochait chez elle. Sa mère a défendu Lia auprès de son père, expliquant son comportement en disant qu'elle venait de se réveiller et n'avait pas encore repris connaissance après un long coma.
Le duc se montra un peu plus gentil avec sa fille, mais lui rappela que la saison des mondanités allait bientôt commencer et qu'elle devrait trouver un nouveau fiancé, car les fiançailles avaient été rompues. Son père lui dit qu'il organiserait quelques rencontres la semaine prochaine. Cela amusa la jeune fille, mais mit le duc très en colère. Il lui fit remarquer qu'elle devrait se souvenir de son étiquette. Son père ajouta également que la rupture unilatérale des fiançailles par le prince avait été très humiliante pour lui. Il voulut donc la donner à quelqu'un. Le duc dit à sa femme que même après que le prince eut abandonné Léa, elle restait sa fille, et avec en plus un conseiller en diamant en dot. La jeune fille pensait obtenir tout cela, mais son père lui donna 1 mois pour trouver un époux. Sinon, elle serait envoyée au monastère pour toujours. Rosetta pensait que le monastère n'était pas le meilleur endroit pour elle, mais décida qu'elle pourrait trouver un époux pour elle-même ce mois-ci et alors tout irait bien pour elle. Pendant ce temps, les garçons discutaient de la dernière nouvelle. Lia Renux Valdemort avait retrouvé la raison. Mais des rumeurs circulaient selon lesquelles elle était folle, ce qui expliquait l'incroyable richesse de sa dot. Un jeune homme dit à son ami que Lia aimerait son beau visage. Il s'agissait du vicomte Owen Canberg, et son ami était le seul contre-amiral de l'Est, Lord Cadriel Monterose. Cadriel répondit qu'il n'était pas intéressé. Les garçons lui rappelèrent que même si beaucoup de gens s'intéressaient à lui, elle était très jolie et que sa mère avait déjà tout décidé pour lui. Le vicomte révéla que Lady Valdemort avait déjà reçu une demande en mariage de sa part, envoyée sur ordre de sa mère. Cadriel n'apprécia guère cela. Allongée sur son lit, Rosetta se demandait si elle devait oublier la vengeance et vivre une vie aussi luxueuse et riche. Elle pensait que ce serait une bonne chose. Mais soudain, elle se souvint de l'empoisonnement de Nick et la colère la saisit. La jeune fille décida qu'elle devait d'abord retrouver son corps et commença à réfléchir à la marche à suivre. La pirate pensait avoir besoin d'argent pour cela, mais en fouillant sa chambre, elle ne trouva absolument rien. Rosetta était bouleversée, mais décida qu'en 1 mois, elle trouverait l'argent dont elle avait besoin. Elle devrait aussi trouver un homme, l'épouser et le fuir dans 3 mois. La servante informa Lia de l'arrivée d'un professeur d'étiquette. Rosetta pensa avoir réussi à duper le duc et allait maintenant se faire passer pour une dame. Mais en classe, les choses n'étaient pas aussi faciles qu'elle le pensait. Sa posture et sa démarche étaient loin d'être idéales. Et la jeune fille réalisa que c'était en réalité beaucoup de travail. Elle, l'étoile rouge, qui avait coulé 10 navires à main nue, gisait maintenant au sol, épuisée. Autour d'elle, tous se mirent à courir et à crier que la dame avait perdu connaissance. Rosetta décida que c'était une bonne solution. Mais le lendemain, la servante la força à porter un petit corset. Et la jeune fille perdit véritablement connaissance. Cela s'est produit parce que la servante avait trop serré le corset. Elle-même était terriblement effrayée, car sa maîtresse était à nouveau inconsciente sur le lit. La servante s'excusa et pria pour qu'elle fasse le nécessaire si seulement Dame Léa lui pardonnait. Rosetta pensa qu'il serait agréable d'avoir une personne aussi loyale à ses côtés. Elle demanda alors à la jeune fille son nom et lui suggéra d'obéir à tous ses ordres sans hésitation. Léa promit alors de ne parler à personne de cet incident. La jeune fille dit s'appeler Anna, mais elle admit que cet incident n'était plus un secret. Léa fut surprise et Anna répondit qu'elle n'aurait pas pu la porter jusqu'au lit. Le professeur d'étiquette a réprimandé Lia parce qu'elle échouait dans absolument tout. Les règles d'étiquette de base, la danse et la littérature. Rosetta ne voulait pas trop se fatiguer, alors elle a dit que son corps était très faible. Le professeur s'inquiétait de sa réputation. La jeune fille décida d'en profiter et demanda au professeur quelle était l'allocation hebdomadaire que lui versait Sa Majesté. C'était la seule chance pour Rosetta d'obtenir de l'argent, pas des cailloux. C'est pourquoi Léa a demandé à l'enseignante la moitié de son salaire hebdomadaire en échange de l'exécution impeccable de toutes les tâches d'étiquette. Après quelques secondes de réflexion, le professeur accepta cette aventure à condition que Léa se conforme à ses critères, sans quoi elle ne recevrait pas d'argent. Le lendemain, ils ont commencé à travailler la démarche et la posture, les manières et la prononciation. Lia a également enseigné l'étiquette avec les garçons. La servante Anna a peigné les cheveux de Léa et a dit qu'elle était très belle et élégante aujourd'hui, tout comme la fille d'un vrai duc. Anna avoua avoir été effrayée en revenant à elle.
Elle avait l'impression qu'après cet incident, sa maîtresse avait complètement perdu sa dignité de noble dame. La duchesse entra dans la chambre de Lia et demanda à sa fille si elle était prête à recevoir les mariés. Lia s'inclina et salua sa mère. La mère fut étonnée de ces changements impressionnants et dit à la professeure d'étiquette, Madame Valmont, qu'elle avait fait un travail extraordinaire. La dame a serré sa fille dans ses bras et la félicité du fait qu'elle n'aurait désormais plus à rougir pour elle devant ses fiancés potentiels. La duchesse ouvrit alors le placard de Léa et lui demanda si elle avait assez de robes, s'il était temps de renouveler sa garde-robe. À ce moment-là, la jeune fille reçut un sac rempli d'argent de la part du professeur d'étiquette. Il manquait quelques pièces et le pirate expérimenté s'en aperçut immédiatement, sans même défaire le sac. Madame Valmont dit que ses manières étaient encore loin d'être idéales. La duchesse appela Léa pour qu'elle puisse voir combien d'enveloppes contenant des demandes en mariage lui avaient été envoyées. Sa mère était ravie du nombre de prétendants. Rosetta pensait que c'était encore mieux. Plus elle aurait d'options, plus il lui serait facile de trouver quelqu'un qui répondrait à tous ces critères. La fille avait besoin d'un homme qui ne voulait pas vraiment se marier, dont la famille vivait à l'Est ou au moins avait une résidence d'été là-bas. Léa fut informée que les gentilshommes étaient venus à sa rencontre. Ce jour-là, une grande responsabilité incombait à sa servante, Anna, qui avait servi Léa pendant 10 ans. Aujourd'hui est un jour important pour sa maîtresse, et une centaine de messieurs font la queue devant sa maison, malgré le fait que sa réputation ait récemment été fortement ternie par des rumeurs de folie. Anna craignait que parler aux mariés lui soit encore difficile après sa maladie. La servante décida donc d'aider sa maîtresse et élabora un plan. Grâce à la position de l'éventail, Anna pouvait deviner ce que Léa désirait. Par exemple, si elle se couvrait le visage avec l'éventail, cela signifiait qu'elle n'aimait pas le marié. Si elle ne trouve pas de bonne réponse à une question, Lia rit en se couvrant le visage d'un éventail. Et si elle ne se souvient pas de quelque chose, elle fait un clin d'œil à Anna. Et si la dame fait ces 3 choses en même temps, cela signifie qu'elle doit intervenir. Ensuite, Anna dit au monsieur que le père de Madame Lia appelle. Ils devront donc se dire au revoir. Lia tendit la main au monsieur pour qu'il l'embrasse et lui dit qu'il se reverrait une autre fois. Puis elle s'affala sur le canapé et demanda s'il restait beaucoup d'autres hommes. La duchesse demanda à sa fille de se redresser, car le prochain garçon méritait assurément son attention. Anna lut sur la liste que la famille suivante était les Monterose. La duchesse dit que même Monterose ne pouvait résister à sa belle-fille. Rosetta bondit du canapé car elle connaissait son nom. Cette famille fut louée et maudite, respectée et crainte par tous les pirates de l'Empire. C'est une dynastie d'amiraux de l'Est dont les membres n'ont pas perdu une seule bataille navale au cours des 15 dernières années. La jeune fille comprit qu'il n'y avait qu'un seul seigneur dans la famille Monterose qui fût à la hauteur de son âge. Cadriel, le garçon qui la suivait partout. Rosetta était ravie qu'il la reconnaisse. Il l'avait suivie si fidèlement. Et que se passerait-il alors? L'aiderait-il? La trahirait-il, comme Nick? Anna aperçut sa calèche par la fenêtre et en parla à Lia. La fillette dit avoir mal à la tête et courut à la porte. Rosetta décida d'éviter le garçon pour qu'il ne la reconnaisse pas. Mais quand Lia ouvrit la porte, un grand jeune homme blond apparut devant elle et la prit dans ses bras. Il lui demanda si elle allait bien. La jeune fille répondit que tout allait bien. Rosetta elle-même était convaincue que c'était bien lui. L'odeur de la mer qui émanait de ses cheveux le lui confirmait. Rosetta ne s'attendait pas à ce que le garçon qui la poursuivait devienne si beau et courageux. Elle pensait qu'elle ne pourrait plus l'appeler « mangeur de biscuits ». La duchesse invita Cadriel dans le salon et s'assit sur le canapé. Lia vit l'intérêt de sa mère pour le garçon, car elle ne le laissait pas partir depuis un bon moment. La jeune fille comprit elle-même que ce type était une proie de grande valeur. Elle décida de discuter un moment avec lui et de le renvoyer chez lui, car il ne semblait pas très intéressé. Léa s'adressa au garçon en l'appelant Cadriel, mais il demande à être appelé Seigneur Monterose. La jeune fille lui demanda alors ce qu'il voulait savoir sur elle, et il ne s'y intéressa pas. Bien sûr, Rosetta était outrée qu'il l'ait aimée autrefois et qu'à présent, à cause de son apparence, il ne puisse la reconnaître et se montre si froid envers elle. Mais elle ne voulait pas être reconnue. Rosetta réfléchit un instant et but une tasse de thé chaud d'un trait. De douleur inattendue, elle hurla « Noyez-moi dans la flaque la plus proche, maudit thé !»
Cadriel bondit du canapé et s'approcha d'elle. Rosetta comprit qu'il la reconnaissait. Lia annonça qu'il était temps pour elle de prendre congé, et le seigneur se porta volontaire pour l'accompagner. Dans le couloir, Cadriel pressa Lia contre la rampe et lui demanda de l'appeler le mangeur de biscuits. Elle craignait qu'il n'ait compris, mais Léa lui demanda pourquoi elle devait l'appeler ainsi. Le garçon lui demanda si elle se souvenait de lui. La fille répondit qu'ils s'étaient rencontrés à un bal. Cadriel, sans la quitter des yeux, lui demanda s'ils s'étaient déjà rencontrés. Lia répondit qu'elle souffrait encore de problèmes de mémoire et de bien-être et lui demanda de partir. L'homme a dit que si son aide n'était pas nécessaire, il partirait. Mais avant de partir, il a expliqué qu'il avait perdu la relique de Kyrg, qu'elle lui avait donnée lors de leur dernière rencontre. Une semaine s'était écoulée depuis ce jour, et Lia était en réunion avec son nouvel amoureux. Mais toutes ses pensées se tournaient vers la raison pour laquelle Cadriel n'avait rien fait pour la rencontrer. Elle était certaine qu'il la reconnaissait. Elle était également irritée qu'il ait mentionné la relique de Kyrg. Ses pensées furent interrompues par le cavalier qui lui suggéra de l'accompagner et de devenir son épouse. Il offrit également 3 voitures, 300 acres de terre, 5 domaines et 20 domestiques. Léa fit signe à Anna de raccompagner cet agaçant individu. La duchesse soutint sa fille dans sa décision de rejeter la demande en mariage du gentleman. Elle dit à Lia qu'elle était surprise que son père l'ait invitée. Maman était heureuse que sa fille rencontre plein d'autres garçons et passe de bons moments. Il ne s'agirait pas seulement de socialiser à la maison, mais aussi de faire des promenades, des pique-niques et des bals. Lia a dit qu'elle n'en avait pas besoin car elle avait déjà choisi, mais la duchesse a dit qu'elle la comprenait. Elle a ajouté qu'à son âge, elle ne voulait pas non plus faire ses débuts dans la haute société. Sa mère assura à Lia qu'elle s'en sortirait encore mieux que dans sa jeunesse. Rosetta comprit qu'elle n'avait pas le choix et remercia sa mère. Après leur conversation, la duchesse a suggéré à Léa d'aller se changer en tenue de danse car son professeur de danse arriverait bientôt. Léa accepta et sa mère lui dit que le marchand viendrait demain car elle avait commandé un collier et des boucles d'oreilles en saphir. La petite fille était ravie. Lorsqu'elle changea de vêtements, les servantes dirent qu'elle était aussi belle qu'un ange descendu du ciel. Rosetta trouvait également Léa belle, et le fait qu'elle se soit suicidée à cause d'un homme la rendait très triste. Rosetta voulait récupérer le corps de Lia et lui apprendre à vivre pour elle-même sans s'attacher aux hommes. Elle décida qu'elle n'avait rien à craindre. Après tout, l'argent s'accumulait, et si Cadriel ne venait pas, c'est qu'il ne l'avait finalement pas reconnu. Léa entra dans la salle de bal et pardonna à Cadriel. La duchesse raconta à sa fille qu'il était son professeur de danse car personne ne lui inspire autant confiance que lui. La duchesse les laissa seuls dans le hall et s'en alla. Cadriel demanda à Lia comment elle s'en sortait avec la valse. La jeune fille répondit qu'après avoir perdu la mémoire, elle ne se souvenait de rien de la danse. Puis, l'homme tendit la main à Lia et suggéra de commencer par les bases. Cadriel lui montra la position de base de la valse et la serra contre lui. Rosetta ne comprenait pas ce qui lui arrivait et pourquoi son cœur battait si fort. Elle se disait que n'importe quel garçon lui ferait du bien, mais pas lui. Il y a 8 ans, Rosetta a sauvé le petit amiral de la prison de Blythe. Lorsqu'elle l'a vu pour la première fois, elle l'a surnommé le petit mangeur de biscuits, car le pirate imaginait le fils de l'amiral un peu différent, plus courageux que ce triste gamin. De plus, il y avait une différence d'âge assez importante, 8 ans entre eux. Et maintenant, ils dansaient ensemble, et Lia ne pouvait détacher son regard de Cadriel. Elle décida de se ressaisir et de ne pas le laisser la faire tomber amoureuse de lui. Même si Léa lui marchait sur les pieds, le garçon la complimenta pour sa belle danse. La fille répondit que son corps semblait encore se souvenir de certains mouvements. Rosetta décida d'interroger le seigneur. Elle lui demanda pourquoi il s'était comporté ainsi lors de leur dernière rencontre. Cadriel serra Lia plus fort contre lui. Le garçon la regarda dans les yeux et dit que parfois, en la regardant, il se souvenait de quelqu'un qu'il avait connu. Rosetta était paniquée à l'idée qu'il la reconnaisse. La jeune fille lui demanda ce qu'il essayait de lui dire. Le seigneur répondit qu'il ne savait pas ce qu'il cherchait à trouver. Il ajouta qu'il n'était même pas sûr de ce qu'il avait en tête. Lia était assise dans la pièce avec Madame Valmont, se demandant si Lord Monterose l'avait reconnue. Elle craignait qu'il ne veuille tout savoir pour ensuite la trahir.
Madame Valmont réprimanda Léa pour avoir secoué ses jambes. Cela indigna la dame et dit qu'elle devrait se noyer dans une flaque à cause de toutes ces règles. L'enseignante a demandé à Léa si elle se souvenait de ce qu'elle devait faire pour son langage vulgaire. La fille lui a tendu un sac de pièces. Madame Valmont a déclaré que les amendes l'aidaient et qu'ils avaient déjà beaucoup progressé dans leur apprentissage. Mais parfois, elle a l'air d'une voyou du port. L'enseignante a conseillé à Léa d'utiliser l'expression « si vous le souhaitez » à la fin d'une phrase pour un ton plus raffiné. Madame lui a suggéré d'essayer cette expression maintenant. La jeune fille répondit « Madame, j'espère que vous mourrez au plus vite si vous le souhaitez. Ho, ho, ho !» Rosetta fut très amusée par cela. Elle dansait presque tous les jours, et un jour, Cadriel annonça à Léa que c'était leur dernier cours. La jeune fille lui demanda pourquoi, et ajouta « Si tu veux. » Cadriel expliqua qu'elle ferait ses débuts dans 2 jours. Son premier bal aurait lieu à la résidence officielle de Renoir. Lord avait demandé à Léa de l'accompagner au bal. Rosetta ne savait pas quoi dire, car elle pensait encore que c'était un piège. Elle imaginait comment tout le monde au bal parlerait d'elle, la folle abandonnée par le prince. Et si vous y ajoutez Cadriel, ils attireront assurément l'attention. Et sa révélation ne sera qu'une question de temps. Elle raconta alors au seigneur qu'elle avait déjà convenu d'aller au bal avec un certain gentleman. Cadriel, surprise, demanda à la jeune fille avec qui exactement elle avait convenu. Léa se souvenait à peine d'un nom et répondit qu'il s'agissait d'un seigneur de la famille du marquis de Bingley. Le garçon lui demanda si elle parlait de Lord Bensley. Cadriel promit d'y aller, mais avant cela, il prévint Léa qu'il lui avait appris la valse qui devait être interprétée à l'ouverture du bal. Il lui conseilla donc de ne pas danser d'autres danses. Alors que Léa partait pour le bal, sa servante Anna lui rappela que tous les participants observeraient son comportement. Ainsi, même un léger mouvement de sourcil pouvait susciter l'indignation. Anna était inquiète et voulait que Léa fasse attention, mais la jeune fille ne l'écoutait pas attentivement, car toutes ses pensées étaient tournées vers Cadriel. Elle se demandait s'il la reconnaissait. Elle se demandait ce qu'il avait en tête. S'il l'avait su, il aurait dû le lui demander personnellement, et pour une raison inconnue, il s'exprimait de manière si vague. Rosetta pensait que Cadriel devait savoir où se trouvait son corps et pouvoir l'aider à le retrouver. Elle songea aussi à quel point il était devenu beau ces 4 dernières années. La jeune fille décida qu'il serait judicieux de rencontrer son courtier en information au plus vite. Si elle partait vers l'est, elle devrait d'abord le rencontrer. Elle repensa au petit amiral, 4 ans plus tôt, lorsqu'il l'avait poursuivi après sa libération. Il lui avait dit qu'il l'aimait bien. Cadriel l'a même demandé en mariage à ce moment-là. Il lui a également dit qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour elle, car il était tombé amoureux d'elle au premier regard. Anna réveilla Léa et lui annonça qu'elles étaient déjà parties pour la capitale. Rosetta n'arrivait pas à croire qu'elles étaient là. Elle avait toujours dit à tout le monde à Toulon qu'elle arriverait. La servante rappela une fois de plus à la dame comment elle devait se comporter au bal. Rosetta décida qu'elle devait absolument faire attention, car ce n'est qu'alors qu'elle pourrait trouver un époux et partir vers l'est. La jeune fille décida d'oublier Cadriel et de chercher quelqu'un d'utile. Mais déjà dans la chambre, elle apprit par sa servante que tous les gentilshommes refusaient de l'accompagner au bal. L'un des gentilshommes de Dia parvint à découvrir que Lord Monterose lui avait interdit de l'accompagner, ni même de l'approcher. Léa lui demanda de ne parler à personne de cette conversation. Léa se demandait si elle devait se confesser à Cadriel. Pouvait-elle simplement tout lui expliquer et lui demander son aide? Il pourrait l'emmener vers l'est. Ou épouser quelqu'un et s'enfuir? Non, elle ne pouvait pas faire ça à la vraie Léa. Alors, la jeune fille décida d'aller négocier avec Cadriel. La duchesse avait appelé Léa, car Lord Cadriel Monterose était arrivé avec un grand bouquet de roses rouges. Elle lui en demanda immédiatement la raison. Léa expliqua pourquoi il intervenait. L'homme comprit alors ce qu'elle voulait dire et répondit qu'il leur avait conseillé de chercher une épouse de leur niveau. Il pensait qu'aucun de ces gentlemen ne la méritait. Rosetta en voulait à Cadriel de s'immiscer sans cesse dans sa vie privée. Cadriel lui avoua avoir perdu un objet de grande valeur 4 ans auparavant. La jeune fille lui demanda ce qu'elle en pensait. Il répondit que ce qu'il avait perdu était dans sa tête. Lord Monterose sortit sa lame et la tendit à Léa. Il voulait qu'elle la prenne dans sa main droite.
Lorsqu'elle l'apprit, il lui raconta qu'une de ses connaissances lui avait un jour blessé la main. Après cela, la fille devait toujours redresser les épaules pour soulever quelque chose de lourd. Et Kadriel avoua qu'elle lui ressemblait beaucoup. Le garçon demanda à Lia pour la première fois si elle voulait aller au bal avec lui. Anna préparait Lia pour le bal et vit que la fille était bouleversée. La servante conseilla à la dame d'aller au bal avec Lord Kadriel Monterose. Et si elle ne l'aimait pas, il y aurait beaucoup d'autres messieurs là-bas, et elle pourrait rencontrer quelqu'un. Mais Rosetta décida d'accompagner Kadriel au bal, mais elle ne suivrait pas ses instructions s'il avait prévu quelque chose. Elle voulait se confier à lui. Quand Lia est allée voir Kadriel dans une magnifique robe de bal, le garçon lui a dit qu'elle était magnifique. Mais Rosetta pensait qu'il mentait. Elle se souvenait de son regard précédent. Ses yeux célestes étaient emplis d'amour pour elle. Les émotions qui bouillonnaient en lui rappelaient de la lave brûlante. Et maintenant, de peur de l'entendre de ses lèvres, de peur de le voir dans ses yeux, la jeune fille décida qu'elle ne se permettrait pas de s'agenouiller devant lui. Lorsque leur union fut annoncée au bal, tous les regards se tournèrent vers eux. On parlait du fait que Léa avait été fiancée à un prince et que 3 mois plus tard, elle se rendait au bal avec un seigneur. Rosetta pensait qu'ils attiraient trop l'attention, mais espérait qu'il n'y avait pas de gens comme la sorcière Calypso ici. Kadriel, comme s'il lisait dans ses pensées, la rassura en lui disant qu'elle n'aurait que peu à endurer et qu'après la première danse, tout le monde les oublierait. Le seigneur lui conseilla donc de passer son temps en silence. Lors de la première danse, Lia décida de demander à Kadriel ce qu'il ferait une fois qu'il aurait trouvé ce qu'il cherchait dans sa tête. Le garçon s'apprêtait à répondre, mais il fut interrompu. Le prince héritier, offensé, dit à Lia qu'elle avait oublié de le saluer. Elle demanda au prince Diego et à sa fiancée qui il était. Le prince répondit que l'histoire de la perte de mémoire était probablement vraie. Léa s'inclina devant lui, mais le trouva très désagréable. Le prince héritier Diego présenta sa fiancée à Audrey. Rosetta pensa qu'il avait délibérément choisi de présenter la première et la seconde. La jeune fille décida de jouer son jeu. Elle embrassa son prétendant et présenta le prince à Lord Kadriel Monterose. Il lui demanda ce qu'il avait à faire à Léa. Diego répondit qu'il était simplement venu s'enquérir de la santé de Sa Majesté. Le prince ajouta qu'elle avait tenté de se suicider parce qu'il avait choisi une autre femme. Léa, outrée, commença à insulter le prince, mais Kadriel lui couvrit la bouche de la main à temps. Le seigneur répondit au prince qu'il prendrait soin lui-même de la santé de sa compagne. Kadriel ajouta également au prince Diego que s'il posait des questions à Dame Léa, tout le royaume serait au courant de leur duel. Le seigneur et son compagnon s'inclinèrent. Une fois seul, Kadriel rappela à Lia qu'il lui avait demandé de ne pas trop attirer l'attention. La jeune fille rétorqua que ce prince héritier était trop effronté. Le garçon dit à Lia de surveiller ses paroles, et elle ne pouvait détacher son regard de son beau visage. Rosetta se disait qu'elle ne pouvait pas tomber amoureuse. À cet instant, le meilleur ami de Kadriel, Lord Owen, s'approcha d'eux. Rosetta le reconnut comme son informateur, Turner. Mais Lia ne devait pas révéler qu'elle était au courant. Kadriel dit à Léa qu'il lui apporterait à boire et demanda à son ami de lui tenir compagnie. Mais Léa s'accrocha à lui des 2 mains et le supplia de ne pas la quitter. Le garçon la rassura, lui assurant qu'Owen était un homme très bon et qu'il ne lui ferait aucun mal. Mais pour Rosetta, c'était une véritable bête de proie. Lia commença par lui demander s'il s'agissait d'Owen Canebrake. L'homme répondit que oui. À ce moment-là, elle ne comprenait pas pourquoi le vicomte vendrait des informations. La jeune fille répondit qu'elle était ravie de le rencontrer. Mais, à bien y réfléchir, il lui avait toujours semblé méfiant. Il avait rarement des contacts avec les aristocrates, malgré son salaire généreux, et il était trop beau pour être un informateur ordinaire. Rosetta s'en voulait d'avoir été si imprudente. Elle pensait que s'il découvrait tout, il la livrerait sans aucun doute aux autorités et qu'elle ne pourrait alors plus sauver sa vie. La jeune fille se souvint qu'il avait toujours une mine d'informations. Elle supposa donc que Turner savait peut-être où se trouvait son corps. Mais comment pouvait-elle poser une telle question? Owen a dit à Lia qu'elle avait l'air excitée. Il lui a demandé ce qui l'inquiétait et a même suggéré qu'elle cherchait toujours un époux. Le garçon s'empressa d'assurer la dame que Kadriel n'abandonnerait pas si facilement dans sa lutte pour son cœur. Cela signifiait qu'elle devait en apprendre davantage sur l'Aube Rouge au plus vite.
Lia but une gorgée de champagne et se sentit aussitôt très mal. Rosetta ne comprenait pas comment elle avait pu être aussi ivre si vite. Owen prit la dame dans ses bras et Lia dit « Hé, Turner !» Le garçon, surpris, lui demanda comment elle connaissait ce nom. La fille répondit qu'elle le lui dirait en échange d'informations sur Rosetta, l'Aube rouge. Lady Valdemort avait promis de le payer généreusement pour ces informations. Owen demanda comment une jeune fille de l'archipel pouvait bien être au courant et pourquoi elle était si intéressée. Quand il dit « Tu es vraiment… » Rosetta craignit qu'il ait tout compris. Mais Owen demanda à Lia si elle avait vraiment découvert le passé de Cadriel. Le garçon supposa alors qu'elle savait que Rosetta était le premier amour de Cadriel. Comme promis, Lia offrit à Owen un sac de pierres précieuses. Le seigneur dit qu'il était heureux de la servir, et Léa sortit sur le balcon pour respirer l'air frais. Il lui semblait sentir l'odeur de la mer et entendre son bruit. Cadriel l'appela et lui dit qu'il la cherchait partout. Il était très inquiet de l'avoir perdue, sa Rosetta. La jeune fille se tourna vers lui, se demandant si elle était contente ou non. Lorsque Cadriel est allé chercher des boissons, plusieurs mariés et leurs parents l'ont accosté, mais il les a ignorés et a regardé Lia et Owen. Le garçon se souvint de ses paroles concernant ce qu'il ferait s'il trouvait la chose dans sa tête. Il conclut que c'était là sa confession d'être Rosetta. Cadriel comprenait tout, même lorsque la jeune fille était brûlée par le thé brûlant et se disputait comme un pirate. Puis, à chaque nouvelle rencontre, il reconnaissait de plus en plus sa Rose en elle. Il crut devenir fou en la cherchant. Et elle était là, devant lui, mais pour une raison inconnue, elle refusait de l'admettre et évitait de répondre. Et sa tristesse se transforma en rage. Parce qu'il ne comprenait pas pourquoi Lia restait silencieuse, pourquoi elle continuait à lui mentir. Si seulement il pouvait la laisser partir, mais… Quand il vit le prince, il comprit qu'il devait protéger son Ro. Si le prince devinait sa véritable identité, Cadriel la perdrait à nouveau, pour toujours. Cette pensée le terrifiait. Quand le garçon vit que Léa n'était plus dans le couloir, il commença à paniquer. Il décida de tout abandonner pour la protéger. Cadriel la trouva sur le balcon et l'appela. « Rosetta! Ma Rose !» La fillette se dit « Allez, viens, c'est ta chance, Rosetta. Il te suffit d'avouer et de demander de l'aide. » Elle se rassura. Cadriel ne pouvait pas la trahir. Personne au monde ne le pouvait, sauf lui. La jeune fille savait pertinemment qui il était vraiment. Rosetta savait qu'elle pouvait tout lui dire et l'utiliser pour se venger de Nick. Mais elle comprenait que même avec un arrangement aussi avantageux, elle n'en avait pas le droit. Rosetta décida qu'elle ne pouvait pas jouer avec ses sentiments. Cadriel était destiné à devenir le meilleur amiral du pays. Il avait un brillant avenir devant lui, une belle épouse à ses côtés. Mais à une seule requête de sa part, il renoncerait et irait au fond avec elle sans l'ombre d'un doute. Rosetta décida qu'elle devait le laisser partir. Elle le regarda, et il était plus beau que jamais. Son regard était pur et brillant comme le soleil. Lia lui demanda s'il avait oublié son nom. Le lendemain matin, la jeune fille se réveilla dans son lit sans aucun souvenir de son retour. La servante, Anna, lui raconta que Lord Monterose l'avait amenée ici la veille au soir. Anna était très heureuse pour la dame et dit qu'il ne restait plus qu'à préparer les faire-part. Léa, surprise, lui demanda pourquoi elle pensait ainsi. La jeune fille répondit qu'elle préférait savoir ce qui se passait la nuit. Le trajet de la résidence au domaine prend environ 3 heures, et il n'y en avait pas plus. Et lorsque la duchesse demanda à Cadriel ce qui s'était passé, il ne fit qu'un léger sourire et la laissa sans réponse, et ses yeux montraient clairement « Tu sais déjà tout, n'est-ce pas ?» Rosetta pensait que Cadriel était un renard rusé. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi elle était dans cet état, comme si elle avait bu toute la nuit. Anna demanda à Lia combien de champagne elle avait bu. Léa répondit qu'elle n'avait bu que 2 coupes de champagne de toute la soirée. La servante s'inquiéta pour la dame et lui demanda si elle se sentait si mal parce qu'elle avait vu le prince Diego. Anna pensait que c'était à cause de lui. Elle était tellement ivre, mais elle ne croyait pas Lia, qui l'avait complètement oubliée. Rosetta décida de lui parler du jour où Lia s'était empoisonnée. La jeune fille répondit qu'elle ignorait tous les détails de cette journée, mais qu'elle pouvait en dire quelque chose.
Elle commença par dire que les rumeurs d'amour du prince étaient toujours répandues parmi la noblesse. Anna dit que Léa s'en fichait. Mais 6 mois plus tard, des rumeurs commencèrent à circuler sur la nouvelle passion du prince. La jeune fille emménagea même au palais. Puis, une lettre du prince arriva annonçant sa rupture avec Léa. La dame lui demanda de préparer une calèche pour qu'elle puisse se rendre au palais. Ce fut son dernier souvenir avant ce terrible événement. Lorsque son corps fut ramené, tout le monde comprit qu'elle avait emporté du poison pour le boire devant le prince. Le témoignage des serviteurs du palais confirma également cet incident. Rosetta comprit que quelque chose n'allait pas. Lia posa alors une dernière question à Anna. Pensait-elle avoir aimé le prince héritier avant de perdre la mémoire? Anna répondit « Non ». À l'époque, Rosetta estimait qu'un meurtre ne pouvait être exclu. Mais ce n'étaient que ses suppositions, et elle souhaitait donc rencontrer Turner pour en savoir plus. Elle savait que l'homme était sur la liste des invités pour la sortie en bateau. Cadriel n'y figurait pas. Alors Lia décida qu'un autre homme serait son compagnon aujourd'hui. Quand Léa monta dans le bateau, elle demanda à Cadriel, surprise, pourquoi il était là. La fille répondit qu'il n'était pas sur la liste, et le garçon répondit que tout le monde le connaissait de toute façon. Lord ajouta qu'il lui avait envoyé une lettre exprimant son désir de l'accompagner à divers événements. Lia lui demanda pourquoi. Cadriel ôta son manteau et le jeta sur les épaules de Léa. La jeune fille répondit à sa propre question, affirmant qu'il ne voulait tout simplement pas montrer sa beauté aux autres hommes. L'homme répondit que c'était vrai, mais qu'il ne pourrait pas la protéger de ceux qui ne regardaient que son apparence, car lui-même voyait en elle bien plus que de la beauté. Il ajouta qu'il se fichait qu'elle perde ou qu'elle s'accroisse. Cadriel admit qu'au début, il n'y croyait pas lui-même. Et puis, il décida que même si tout cela n'était que son imagination, il s'en fichait. Rosetta se força à se ressaisir. Elle décida de ne plus revoir Cadriel. La fillette annonça que leur promenade touchait à sa fin et qu'il était temps de rentrer. Mais Cadriel lui montra quelque chose et Rosetta fut ravie. C'était un grand navire de guerre. Lia, le regardant, demanda au garçon quelle magnifique œuvre d'art c'était. Cadriel demanda à la jeune fille si elle avait entendu parler. Il s'avéra qu'aujourd'hui, il lançait un nouveau galion, le Conchester, appartenant à des membres de l'Alliance commerciale. Le gars était sûr que Lia l'apprécierait beaucoup. Rosetta observait l'eau depuis le navire et s'imaginait en haute mer. Elle trouvait que les canons de ce navire rendaient mieux sur son Toulon. La jeune fille trouvait la proue de son navire bien plus belle. Elle se souvenait de son Toulon et du lion à la proue. Rose lui manquait terriblement. Cadriel invita Lia à un banquet qui allait commencer. Elle l'accompagna tandis qu'Owen, alias Turner, observait à distance. Au banquet, Cadriel annonça à Lia que le navire quittait le port. Il n'était peut-être pas en pleine mer, mais cette sensation manquait terriblement à Rosa. Le vent salé, le bruit des vagues et le léger balancement. Ce balancement donna la nausée à Lia. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait le mal de mer. C'était Rosetta de l'Étoile Rouge. Turner, qui l'observait à ce moment-là, fut également surpris. Il avait cru que c'était Rosetta, mais le mal de mer l'avait déstabilisé. Le garçon se demanda si c'était de cela que Calypso parlait. Cadriel aida Léa à s'asseoir et lui demanda d'attendre un moment pendant qu'il lui apportait de l'eau. C'est alors que Owen, alias Turner, décida de tenter sa chance. Lorsqu'il s'approcha de Lia, elle lui dit qu'elle l'attendait depuis longtemps. La jeune fille lui demanda s'il avait trouvé quelque chose. Turner répondit qu'il avait rencontré Calypso. Le type a dit qu'elle était maudite. Il a décidé de voir sa réaction. En fait, Calypso parlait de la malédiction des âmes changeantes. Et si Rosetta était devant lui, elle se trahirait. Lia se sentit à nouveau mal et pâlit. Owen doutait à nouveau de l'existence de la malédiction. Mais ses manières ne lui permettaient toujours pas de l'appeler dame. Le type a dit à Lia qu'elle avait l'air très fatiguée afin qu'il puisse reporter cette conversation à une autre occasion. Owen lui a suggéré de se lever et de prendre l'air. Le jeune homme lui tendit la main et la jeune fille se leva. À cet instant, le navire tangua violemment et sa main glissa de la sienne, Lia s'envolant par-dessus bord. Cadriel accourut en la voyant tomber, mais sans hésiter, il retira ses vêtements et sauta dans l'eau froide à sa suite. Rosetta savait qu'elle devait s'éloigner du navire et remonter à la surface. Mais sa robe était trop lourde et le corset lui écrasait tout le corps.
La jeune fille perdit rapidement connaissance. Cadriel nagea à temps et la récupéra. À leur sortie, l'homme a déchiré la robe de Lia au niveau du corset et, devant tout le monde, lui a pratiqué un massage cardiaque. Ceux qui l'entouraient avaient l'impression qu'il l'embrassait. Cadriel la supplia de respirer, car il ne pouvait plus perdre sa rose. Quand la jeune fille se remit à respirer, il lui demanda ce qu'il pouvait faire pour l'aider. Owen expliqua à son ami qu'elle manquait toujours d'oxygène. Puis le Seigneur embrassa à nouveau Léa, lui prodiguant un peu d'oxygène. Et la première chose que la jeune fille vit en ouvrant les yeux fut le visage bienveillant de Cadriel, le même que lorsqu'il l'avait appelée Rosetta. Quand la fille se réveilla, elle était au lit et Cadriel était assis à côté d'elle. Il lui demanda comment elle allait, l'embrassa sur le front et lui annonça joyeusement que sa fièvre était tombée. Léa lui demanda où ils étaient et où étaient ses vêtements. Le garçon répondit que ses vêtements avaient été emportés, mais lui assura de ne pas s'inquiéter, car il lui achèterait les meilleurs. Cadriel expliqua qu'il se trouvait au domaine de Monterose, dans l'archipel. Léa fut surprise et le jeune homme expliqua qu'elle avait de la fièvre et que cet endroit était plus proche que son domaine. Le garçon remit à Léa une lettre du duc Valdemort. La jeune fille la lut et lui dit qu'elle devait rentrer chez elle. Cadriel la demanda en mariage à l'improviste. Il ajouta qu'il ferait ce que la lettre de son père lui demandait. Après tout, son père avait envoyé non seulement une lettre, mais une autorisation officielle pour leur fiançailles. Lia refusa. Cadriel se souvint alors qu'il avait déchiré sa robe et l'avait embrassée plus d'une fois en présence d'une douzaine de personnes. Léa reconnut qu'il était facile de les prendre pour des amants. Cadriel avoua à la jeune fille qu'il comprenait sa réticence à l'épouser, mais que les rumeurs ne pouvaient être arrêtées. Il lui dit que même des fiançailles ne suffiraient pas à sauver sa réputation. Le jeune homme suggéra donc à Léa de se servir de lui. Cadriel ajouta qu'il ne se marierait pas, mais signerait un contrat et qu'il accepterait toutes ses conditions. La jeune fille leur demanda s'il était vraiment d'accord. L'homme a dit qu'il était d'accord sur absolument tout. Il a suggéré qu'après le mariage, ils partent immédiatement vers l'Est si elle le souhaitait et qu'elle oublie ses obligations matrimoniales. Léa posa la main sur son cœur, comme Rosetta l'avait fait à maintes reprises, et répondit « Cadriel, tu n'es pas comme moi, je veux que tu brilles !» Elle souhaitait qu'il trouve une belle épouse, qu'il devienne amiral et qu'il vive sous sa surveillance dans la sécurité éternelle des mers orientales, et que leurs chemins ne se croisent plus jamais. À son retour, Léa reçut la servante Anna, qu'elle appela Dame Monterose. Elle était si heureuse que sa maîtresse se marie. La jeune fille lui demanda comment elle savait tout cela. Anna répondit que tout le monde sur le domaine savait déjà tout, et elle lui prépara une liste de nouvelles rumeurs. Sans hésitation, Lord Cadriel se précipita au secours de la jeune fille qui se noyait. Dame Léa se réveilla au milieu de la nuit et trouva Lord Cadriel allongé à côté d'elle dans son lit. Une émotion intense les submergea tel un tsunami. Léa demanda à Anna de lui apporter quelque chose. Un peu plus tard, Rosetta, déguisée en servante, tenta d'escalader la clôture de sa propriété. Alors qu'elle franchissait la clôture, elle aperçut Turner de l'autre côté, qui lui proposa de la rattraper. La jeune fille s'enfuit, ignorant ce qu'il essayait de lui dire. Une fois arrivée au centre-ville, Rosetta se dit que les choses n'étaient pas si mal. Elle avait maintenant assez d'argent pour partir vers l'Est, mais elle voulait d'abord récupérer son corps. La jeune fille se demandait quelle serait la surprise de Cadriel en la voyant de retour dans son corps. Soudain, elle aperçut une vieille femme qui ressemblait beaucoup à Calypso. Léa courut vers elle, mais elle disparut. Puis, au coin de la rue, la vieille femme l'attrapa, lui couvrit la bouche pour l'empêcher de crier et la laissa partir. Rose lui demanda ce qu'elle faisait ici. La vieille femme répondit que Calypso était partout, même si elle admit qu'elle ne s'attendait pas à rencontrer Rosetta aujourd'hui. La jeune fille était heureuse de la reconnaître. Calypso lui dit qu'elle savait tout et qu'elles se rencontrèrent car le moment était venu. La vieille femme dit à Rosie qu'elle n'avait pas besoin d'aller à l'Est. Rosetta demanda à Calypso ce qu'elle voulait dire. « Tu cherches ton corps, mais il repose au fond de la mer depuis 4 ans, » répondit Calypso. La vieille femme ajouta que même elle ne pouvait pas ressusciter un squelette rongé par un poisson. Rosetta lui demanda alors ce qui était arrivé à l'âme de l'autre fille. Calypso répondit qu'elle se trouvait quelque part hors de sa vue, probablement dans un autre monde.
Rosetta comprit que l'âme de Lia ne pourrait plus jamais réintégrer son corps. Elle demanda alors à Calypso de lui jeter un sort pour lui redonner son apparence. Mais la vieille femme répondit qu'elle était sous le coup d'une malédiction d'échange d'âme, et elle ne pouvait plus lui jeter de sort, car la règle dit « une âme, une malédiction ». La jeune fille était triste à l'idée qu'elle serait désormais à jamais un oiseau dans une cage dorée. La vieille sorcière lui tendit une bouteille de poison et lui dit qu'elle pouvait la boire et que son âme ne pourrait alors plus rester dans ce corps et qu'elle s'endormirait pour toujours. Rosetta tenait la bouteille dans ses mains et pensait que si elle restait dans ce corps pour le reste de sa vie, elle ne pourrait jamais retourner au vaisseau. Après tout, même si elle parvenait à s'échapper, ce corps était trop faible pour la piraterie. « Mieux vaudrait mourir alors », pensa-t-elle en portant la bouteille à sa bouche. Puis, Rosa se souvint de tout ce qu'elle avait dû endurer pour survivre. Elle se demanda si elle allait vraiment devoir renoncer à son rêve. La jeune fille le vit et se souvint qu'elle avait un petit ami prêt à donner sa vie pour elle. Cadriel courut vers elle et lui dit qu'il ne pourrait pas se marier si elle ne le voulait pas. L'homme la serra dans ses bras et lui dit qu'il ferait tout ce qu'elle voudrait, mais lui demanda de ne pas le quitter. Rosa pensa qu'il avait pris cette décision lui-même, qu'il ne la blâme donc pas pour tout plus tard, car il est pour elle le seul espoir. La jeune fille perdit connaissance dans ses bras et Cadriel cria à sa rose de revenir. Elle fit un rêve merveilleux, entendant le fracas des vagues et sentant la brise marine caresser ses joues. Son navire filait vers l'horizon, sillonnant l'eau. Lorsque Rosetta réalisa que ce n'était qu'un rêve, elle se jura de retourner au vaisseau. Anna s'inquiétait pour sa maîtresse, qui avait dormi 10 jours. Léa demande à Anna d'appeler le seigneur Cadriel après sa transformation. À son arrivée, la jeune fille annonça son accord pour le mariage. Cadriel lui rappela qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Léa répondit qu'elle le comprenait. Le garçon lui prit la main et lui dit qu'il ne la laisserait plus jamais partir. Il posa sa tête sur son épaule et lui dit qu'il voulait la regarder dans les yeux pour la comprendre un peu. La fille répondit qu'il était tout pour elle. Et c'était ainsi, il était son seul espoir. Elle n'aurait aucune obligation et comme il venait de l'Est, l'air marin était garanti. Lia a dit qu'elle avait rédigé un contrat et qu'il pouvait le lire pour s'assurer qu'elle ne mentait pas. Cadriel a signé le contrat sans le lire. La fille était outrée. Elle rappela au garçon qu'il fallait vérifier ce qu'il signait. Mais Cadriel répondit qu'il acceptait toutes ses conditions, donc il s'en fichait. Rosetta était assise devant le miroir, vêtue de sa robe de mariée, incapable de croire qu'elle épousait Cadriel. Son équipe serait dévastée par la nouvelle. Ils organiseraient une fête en l'honneur de Cadriel et raconteraient qu'il l'avait poursuivi comme un chien et qu'il l'avait enfin eu. Son équipe manquait terriblement à Rosa. Cadriel entra dans sa chambre. Il était très beau, vêtu d'un costume de mariage blanc. La jeune fille lui demanda s'il aimait sa robe. Le garçon répondit qu'elle était très belle et qu'il se sentait le plus heureux du monde. Il lui prit les mains et l'embrassa sur le front. Le père adoptif de Rosetta, le père des pirates de toutes les mers, Kirg, a dit un jour « Aimer, c'est être prêt à tout abandonner pour le bien d'une personne chère. » Mais Rosa savait qu'elle n'était pas prête à faire ça pour Cadriel. Elle n'abandonnerait jamais la piraterie ni sa vengeance. Cela veut-il dire qu'elle ne l'aime pas? Rosetta ne pouvait pas se dire qu'elle ne ressentait rien pour lui. Mais elle se dit de ne pas trop l'aimer au moment où ils furent déclarés mari et femme. Le prêtre dit que maintenant, après que les mariés se soient jurés fidélité, ils pourraient sceller leurs vœux par un baiser. Et Cadriel embrassa tendrement Léa. Après la cérémonie, l'archevêque leur demanda un instant. Cadriel dit à Lia de ne pas s'inquiéter, car il avait déjà parlé d'elle au prêtre. L'archevêque a félicité la jeune fille pour son mariage et a déclaré que son énergie spirituelle avait changé. Il a ajouté qu'il arrive que l'eau stagne si elle tombe dans un récipient inadapté. Mais le prêtre dit qu'il fallait simplement du temps, puis il informa Lia qu'un danger allait bientôt arriver qu'elle seule pouvait maîtriser. Il désigna la jeune fille du doigt, affirmant que c'était elle. Le prince entra dans la salle avec sa fiancée, que l'archevêque désigna du doigt. Ils félicitèrent le couple pour leur mariage, et la jeune fille demanda à Cadriel de lui montrer les jardins de Valdemort. Le prince dit à l'archevêque de vaquer à ses occupations et de le laisser tranquille, lui et Léa. Le jeune homme lui dit qu'il attendait leur rencontre avec impatience.
La jeune fille demanda pourquoi, et le prince répondit qu'elle en connaissait la raison mieux que lui. Rose remarqua le pendentif calypso autour de son cou et se sentit mal. « Qui es-tu » demanda le prince. Il vit que la jeune fille était devenue pâle, mais dit qu'il parlerait la prochaine fois. Avant de partir, le prince mit quelque chose dans la main de Léa. Rosetta reconnut ses bracelets assortis, ainsi que ceux de Nick, dans sa main. « Tiens, bon sang !»« Nick, qu'as-tu déjà fait ?» s'exclama Rosetta avec colère. Ce soir-là, alors qu'elle prenait un bain, Rosetta se demanda quel était le lien entre le prince héritier et Nick. Elle pensa qu'elle devrait demander à Cadriel s'il savait quelque chose. Anna suggéra à Lia de choisir une tenue pour sa nuit de noces. La dame refusa d'abord, mais finit par se décider pour un simple peignoir violet. Rosetta attendait Cadriel sur le lit. Elle était presque muette lorsqu'il entra dans la chambre. Il ne portait qu'une serviette autour de la taille. La jeune fille lui rappela qu'ils avaient convenu de ne pas accomplir leur devoir conjugal. Le garçon grimpa sur le lit, prit un peignoir sous son oreiller et s'habilla. Léa demanda pourquoi les domestiques ne lui avaient pas apporté de vêtements dans la salle de bain. Cadriel répondit qu'il se lavait toujours seul et qu'il n'aimait être touché que par elle. Rose se dit de ne pas se laisser séduire par son beau visage et son corps. Elle rappela leur contrat à Cadriel. L'homme répondit qu'il avait de la chance qu'elle n'ait pas d'autre choix. Mais il dit que les gens devraient croire en leur mariage et ôta la chemise qui couvrait ses épaules. Cadriel ajouta que des rumeurs se répandraient si les servantes ne voyaient pas les traces de leur passion. Son mari commença à embrasser Lia doucement dans le cou, puis sur le ventre, lui tirant les cheveux. Rosetta ferma les yeux de plaisir. Soudain, Cadriel dit que c'était fini. Léa suggéra qu'ils dorment séparément et Cadriel accepta, mais la jeune fille l'en empêcha et l'appela. Elle lui dit que ce serait une tentative pour s'habituer à leur nouvelle vie. Au matin, les parents accompagnèrent leur fille et son mari jusqu'à la calèche. La mère pleurait, car sa fille avait grandi si vite et la jeune fille voulait déjà partir au plus vite. Cadriel suggéra aux parents de Léa de passer l'été et l'automne ensemble dans son pays, car ces saisons y étaient particulièrement belles. La duchesse accepta et le duc annonça aux jeunes mariés qu'il était temps pour eux de partir. Assise dans la voiture, Rosetta se souvint de son rêve de fuir cette famille de fous. Mais pourquoi n'était-elle pas heureuse? Sans doute parce qu'elle n'était pas une vraie fille. Elle était triste que ses parents n'aient pas eu l'occasion de dire au revoir à Léa. La jeune fille demanda à la calèche de s'arrêter et courut vers eux. Elle serra sa mère dans ses bras et souhaita à ses parents de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Rosa décida de faire cela pour Lia et dit au revoir à Valdemort pour de bon. Léa demanda à Anna s'il était vrai qu'ils partaient pour une semaine. La jeune fille confirma et dit qu'ils avaient dit que le château de Monterose offrait une vue magnifique sur la mer. Rose sourit. Enfin, elle était sur la bonne voie. Une fois arrivée au château, elle devrait retrouver Nick et contacter quelqu'un de la Ligue de la mer. Turner pourrait l'aider, alors elle devrait le retrouver. La jeune fille pensait que Cadriel serait plus utile, mais elle ne l'utiliserait pas. Rosetta voulait discuter avec lui de sa véritable identité. Elle demanda à Anna où était son mari. Anna répondit qu'il était dans une autre voiture. La servante expliqua à la dame que Sa Majesté avait un grand nombre d'affaires d'importance nationale à régler en ce moment. Il devait donc voyager dans une voiture séparée avec un secrétaire personnel. À leur arrivée, le temps était magnifique et Cadriel proposa à Lia d'aller se promener sur la plage. Là, il dit vouloir lui montrer quelque chose et l'emmena quelque part sans rien dire. La jeune fille aperçut la proue du Toulon en forme de lion sous un palmier près de l'eau. Elle demanda d'où elle venait. Cadriel répondit qu'il l'avait trouvée sur la plage et l'avait apportée ici pour qu'elle ne soit pas emportée par le courant. Cadriel raconta que Toulon était un souvenir de Kyrg, mais qu'il n'avait jamais perdu sa relique. Un prêtre s'approcha d'eux et s'excusa de son retard. Lorsqu'il commença son discours, Léa demanda à Cadriel ce qui se passait. Il répondit que c'était leur mariage, car il devait prêter serment devant son dieu, Pontus, le dieu des mers. Rosetta était indignée, car ce serment était inviolable. Elle rappela au garçon qu'il n'irait pas au paradis. Il répondit qu'il n'avait pas besoin du paradis sans elle. Cadriel dit qu'il était prêt à traverser l'enfer juste pour lui tenir la main. Il rappela à la jeune fille ses paroles sur le navire. « La robe de mariée,
La cérémonie, à quoi ça sert? Un prêtre pontique, une bouteille de bon rhum, vous vous placerez devant le navire sur lequel vous passerez toute votre vie et vous vous jurez d'aller au fond un jour, à une heure donnée. Quoi de plus beau? Cadriel cita ces paroles. Les larmes montèrent aux yeux de Rosetta et elle lui demanda s'il était prêt à aller aussi loin. Cadriel répondit qu'il irait aussi loin qu'elle le permettrait. Le prêtre pontique commença son discours. Que ni le tonnerre ni la mort ne détruisent cette union. Le garçon prononça ces mots. Jusqu'à ce que les mers s'assèchent, jusqu'à ce qu'elles se transforment en roches salées, et prit une gorgée de rhum. Rosetta répéta les mêmes mots et but du rhum. Après cela, Cadriel serra sa femme dans ses bras et lui dit « Mon Rose, Rosetta !» La fille sourit, le traita de mangeur de biscuits et l'embrassa. Rosa demanda quand il réalisa que c'était elle. L'homme répondit qu'elle avait un accent particulier, une façon particulière d'arquer les sourcils et de se couvrir l'œil droit en riant. Elle incline également la tête lorsqu'elle regarde quelqu'un dans les yeux, se mord la lèvre lorsqu'elle fronce les sourcils et, depuis qu'elle s'est blessée à l'épaule, elle détend toujours son bras lorsqu'elle doit exercer une pression dessus. Mais plus important encore, dès la première fois où ils se sont rencontrés, elle sentait la mer. Puis, Cadriel dit que c'était tout ce qui restait de Toulon et désigna la silhouette de la proue. Cadriel dit qu'il voulait lui montrer autre chose. Il y avait beaucoup de monde dans la maison, chacun occupé à ses affaires. Rosetta lui demanda pourquoi ils étaient là. Son mari répondit qu'ils étaient orphelins et qu'elle s'occupait d'eux. Elle voulait leur donner l'espoir d'un avenir meilleur. La jeune fille le remercia pour son geste. Quand le garçon ramena Rosetta à la maison, il l'embrassa sur le front et lui dit qu'il devait aller finir du travail. Sa femme lui prit la main et lui demanda de rester avec elle pour la nuit. Le jeune Cadriel, 17 ans, s'entraînait dans la rue près du château de Monterose, à l'est. Vigo, le subordonné de l'amiral, lui demanda s'il avait repris le chemin du monde. Le garçon fut surpris et demanda comment Vigo avait pu deviner cela. Le garçon répondit qu'il le connaissait depuis 6 ans et qu'il pouvait déceler tout changement dans son comportement pendant l'entraînement. Cadriel disait qu'il méprisait ses devoirs de jeune seigneur. Quel que soit l'événement auquel il participait, tout le monde le regardait comme un mets délicat. Les filles se comportent comme s'il était leur propriété personnelle. Elles le jalousent, se racontent des ragots et se vantent de savoir qui est le meilleur. En général, elles se comportent comme une meute d'animaux. Vigo voulait soutenir le garçon, mais il continuait à parler. Tout ce qu'il voulait, c'était devenir amiral comme son père. Et sa mère ne le laissait même pas monter à bord. Elle dit que c'est très dangereux et le considère comme un enfant. Vigo a demandé au garçon s'il voulait réaliser son rêve aujourd'hui. Cadriel lui a demandé ce qu'il voulait dire. L'homme a dit qu'aujourd'hui était son dernier jour de service et qu'il pouvait lui offrir un tel cadeau d'adieu et ainsi lui remonter le moral. Cadriel était si heureux qu'il n'en croyait pas ses yeux. Vigo dit qu'il ne ferait pas partie de la flotte demain pour éviter toute réprimande et qu'il se retrouverait ce soir. Ils convinrent de se retrouver de nuit dans le port des Cyclades pour embarquer. Cette nuit-là, Rosetta, alors âgée de 25 ans, entra à la prison de Bitley à la recherche de Quadriel. Kirk lui ordonna de s'infiltrer dans la prison des Beatles et de sauver le fils de l'amiral. Rosetta fut outrée que Kirk lui ait suggéré de travailler pour l'amiral. Après tout, tous les pirates se moqueraient d'elle s'ils l'apprenaient. Kirk affirma que c'était pour cela qu'il l'avait appelée, et non Nick. Rosetta rétorqua qu'aider leur ennemi juré était une trahison envers la confrérie des pirates, mais cela forcerait l'amiral à se ranger de leur côté. Kirk corrigea la jeune fille qui était de son côté, car elle était la meilleure candidate pour lui succéder. Et comme c'est une femme, elle aura besoin de soutien pour être reconnue. Il a dit que si Rosetta pouvait faire ce travail, elle serait la capitaine la plus forte de toutes. C'était leur plan. Si tout se passait bien, l'amiral et son fils se rangeraient de son côté et elle pourrait utiliser cette connexion à l'avenir. Rosetta se rendit donc à la cellule et demanda au garçon comment il allait. La jeune fille répondit que son père lui donnerait de l'argent si elle le ramenait vivant. Quand Rosetta vit ses yeux, elle se demanda comment cet adorable enfant pouvait être utilisé.
Le garçon ne la quitta pas des yeux tandis que Ro tuait les gardes. Après avoir emmené le garçon de la prison jusqu'au rivage, le pirate l'informa qu'il rencontrerait la flotte de Saraposa et qu'il le livrerait eux-mêmes à l'amiral. Il était censé monter dans le bateau, mais Cadriel est tombé à l'eau après y être monté. L'eau était profonde et le courant était fort, alors Rosetta a sauté à l'eau après lui. Elle l'embrassa sous l'eau pour lui donner de l'oxygène. Puis ils embarquèrent sur le bateau et le garçon la fixa des yeux. Le pirate lui dit qu'il lui devait désormais quelque chose. Rosetta rappela au garçon qu'elle l'avait sauvé et lui demanda de ne pas l'oublier lorsqu'il deviendrait amiral. Cadriel répondit qu'il honorerait son devoir envers sa dame. La fille rit et dit qu'elle n'était pas la dame de quelqu'un, mais un capitaine. Cadriel répondit que oui, mais pas son capitaine, et il l'appela dame. Le jeune homme demanda au pirate de lui dire son nom s'il ne voulait pas qu'il l'appelle madame. Elle répondit et il la remercia de l'avoir sauvée. Le garçon demanda s'il se reverrait un jour. Rosetta répondit qu'un amiral et un pirate ne devaient pas communiquer et ajouta qu'il ne devait pas la chercher. Arrivé à un autre bateau, le pirate demanda le mot de passe aux deux hommes en uniforme. Ils le lui communiquèrent et elle leur montra son badge à l'effigie du navire. Rosetta dit à Cadriel que tout allait bien et qu'il pouvait monter à bord. Mais le jeune homme refusa de partir tant qu'elle ne lui avait pas indiqué où il pouvait se retrouver. Assise au bar après cette affaire, Ro entendit une conversation au sujet d'une personne à qui l'on avait proposé un tel emploi simplement pour enfiler un uniforme de la marine. Mais cela aurait nécessité de naviguer sur un bateau dans la mer de Sarépose. Rosetta pensait à la façon dont, dès qu'elle avait remis le fils de l'amiral à la flotte, quelqu'un avait embauché des gens pour se déguiser en marin. C'était une situation très étrange, mais Ro se persuada qu'elle avait fait son travail et que ce n'était plus son affaire. Puis elle se souvint du regard du garçon et décida d'agir. À ce moment-là, l'homme avec l'arme pointée sur la tête de Cadriel lui a demandé s'il était surpris d'être kidnappé par la même personne pour la deuxième fois en une journée. L'homme lui a demandé ce qu'il voulait. Vigo a répondu qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres et a pointé une arme sur son front. À ce moment-là, Rosetta l'a attaqué par derrière et a salué l'homme. Il y avait beaucoup de soldats à bord du navire, alors Ro demanda à Cadriel de dégainer son épée et de l'aider. Ensemble, ils combattirent les ennemis et lorsque le navire trembla, Rosetta recouvrit le garçon de son épée. De lourds barils s'abattirent sur la jeune fille et la blessèrent à l'épaule. Cadriel s'inquiétait pour elle, mais Rosa continua de se battre jusqu'à ce qu'ils aperçoivent le navire de l'amiral. Ils furent sauvés. Cadriel demanda à la jeune fille comment allait son épaule. Elle répondit qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Le garçon voulait lui avouer ses sentiments, mais soudain, Rosetta vit Nick la poursuivre en bateau. Elle dit à Cadriel que c'était amusant et lui rappela qu'elle l'avait sauvé 2 fois. Puis, Ro sauta dans le bateau avec Nick. Ils s'étreignirent et s'envolèrent joyeusement au-delà de l'horizon. Cadriel regarda tristement leur bateau. Le garçon n'arrêtait pas de poser des questions à son ami Owen au sujet de Rosetta et Nick. Owen apprit qu'ils étaient tous deux orphelins et hébergés par Kirk et qu'ils étaient donc comme frères et sœurs. Il sait aussi que des deux, c'est Rosetta qui devrait succéder à Kirk. Cadriel supplia Owen de lui indiquer où il pourrait la voir. L'ami avait dit que l'affaire serait conclue ce soir au port et qu'il pourrait la voir là-bas. Mais chaque fois que le type venait, il ne pouvait pas rencontrer sa Rosa. Un jour, par chance, il la vit. La jeune fille était indignée qu'il la poursuive. Elle lui demanda de ne plus venir, car elle s'absentait pour un moment. Cadriel avoua à Rosetta qu'il l'aimait bien. Elle lui demanda de l'oublier, mais il répondit qu'il n'y parviendrait jamais de sa vie. Le jeune homme promit qu'il la retrouverait, peu importe le temps que cela prendrait. Cadriel ajouta que son apparence lui importait peu, qu'il serait avec elle de toute façon. Maintenant, ils étaient couchés ensemble, mari et femme. Rosetta n'arrivait pas à croire qu'elle était tombée amoureuse de Cadriel. Le prince héritier Diego demanda à l'homme comment se déroulait leur affaire. L'homme répondit qu'enlever des gens était facile pour un pirate. Et Nick demanda au prince comment se déroulait la recherche de Rosetta. Il ajouta que le prince avait pris les bracelets, donc il devait y avoir des progrès. Le prince répondit que quelqu'un dont l'âme avait changé de corps ne le dirait pas. Le prince Diego ordonna alors au pirate de se concentrer sur son travail et promit d'accomplir sa mission.
Nick lui demanda de retrouver Rosetta car elle était la seule chose dont il avait besoin dans cette vie. Kadriel et Léa sont allés chez ses parents. Sa mère était heureuse de rencontrer Léa, la femme de son fils. Elle voulait leur faire visiter le domaine et le jardin. Le garçon demanda à sa mère de ne pas accabler Léa de son attention. Son père dit à Kadriel de respecter sa mère, car elle attendait ce moment avec impatience. L'amiral ajouta que lui et son fils devraient néanmoins se rendre à la résidence pour affaires. Kadriel embrassa Lia et promit de revenir dès que possible. La duchesse prit la jeune fille par la main et la conduisit à travers leur domaine. Elle dit qu'elle souhaitait qu'elles se sentent bien ici. Et que si elles souhaitaient vivre séparément, elle comprendrait. La duchesse remercia ensuite Léa d'avoir ramené Kadriel à la vie. Ruiz lui raconta qu'il était autrefois un garçon ouvert, qui racontait tout à tout le monde et qui aimait la vie. C'est Asari Mahat. Mais ces dernières années, il a complètement fermé son cœur. Il est devenu comme un arbre, incapable d'éprouver la moindre émotion. Mais lorsqu'il la rencontra, Kadriel se mit à sourire. La mère était heureuse de revoir son fils ainsi, comme si ses années difficiles avaient été sacrifiées pour ses jours de joie. La duchesse dit comprendre que Lia était fatiguée par la visite. Mais il ne leur restait plus qu'à voir sa chambre et celle de Kadriel. C'est ainsi qu'il voulait qu'elle soit. Quand la jeune fille ouvrit la porte de la chambre, elle n'en revenait pas de se trouver devant une réplique exacte de sa cabine sur le Toulon. Kadriel lui demanda si elle aimait être seule. Rosa répondit qu'il avait fait de son mieux. Le garçon répondit qu'il souhaitait simplement son bonheur. Kadriel dit qu'il pouvait aller ailleurs si elle le souhaitait. La jeune fille répondit que son rêve se situait à l'est. Kadriel s'y opposa, car son rêve était d'être avec elle. Mais son bonheur était ce qu'il désirait le plus. Rosetta a traité son mari de fou, et il lui a dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, tant qu'elle ne mourait pas ou ne faisait rien de terrible. Le soir, Kadriel embrassa sa femme et partit pour ses affaires. Elle se leva et enfila un costume de femme de chambre. Anna lui demanda si elle voulait vraiment faire ça. Rosetta répondit qu'elle attendait cela depuis très longtemps. La servante Anna montra à Dame Léa le chemin emprunté par les domestiques pour sortir les ordures, et ils le suivirent. Léa lui demanda combien de temps il lui faudrait pour arriver à la place principale. Anna répondit que cela prendrait environ 1 heure. Elles louèrent une calèche et partirent pour la ville. Lorsqu'ils arrivèrent sur place, Léa dit à Anna que si elle n'était pas là dans 2 heures, elle devrait récupérer les gens et se diriger vers le port. Si cela prenait plus de 2 heures, elle serait en danger. Mais Léa a demandé à Anna de ne se rendre au département naval sous aucun prétexte, car alors Kadriel lui-même le découvrirait. Rosetta quitta la servante effrayée et partit à sa recherche. Mais elle ne trouva pas l'endroit qu'elle cherchait. Beaucoup de choses avaient changé ici ces 4 dernières années. C'est la nature d'une ville portuaire. Elle se reconstruit très vite. Rose savait qu'à ce rythme-là, elle ne pourrait pas revenir rapidement. Puis, elle remarqua 2 hommes qui la suivaient. Rosetta pensa qu'il s'agissait soit de voleurs, soit de personnes engagées par Kadriel pour la suivre. La fille s'en est vite occupée. Elle ne voulait pas que quiconque sache où elle allait. Mais plus tard, elle a vite trouvé l'endroit qu'il lui fallait. Le garçon s'assit devant la porte et demanda l'aumône. Même une pièce de cuivre suffira, même si une pièce d'argent serait encore mieux. La fille répondit qu'elle avait laissé son argent dans le ventre de la baleine. Le jeune homme dit alors « Et pourtant, vos poignets semblent fermement fixés. » La dame à capuche répondit « Dis-moi ça !» « Eh bien, je me suis échappée bien avant que la bête ne puisse avaler mes mains. » L'homme désigna la porte et la fille entra. Il y avait beaucoup d'hommes, mais elle se dirigea droit vers le barman. Rosetta lui dit qu'elle devait trouver quelque chose. Le barman dit qu'il ne comprenait pas de quoi elle parlait. Quelqu'un cria pour qu'on sorte la fille du bar. Mais Rosetta ouvrit elle-même la porte secrète et entra dans la pièce. Là, le garçon la saisit à la gorge, la fille hurla « Owen, c'est moi !» et il la lâcha. Le garçon, surpris, demanda à Dame Léa comment elle était arrivée ici et comment elle connaissait cet endroit. Il savait que Kadriel ne le lui dirait jamais. La jeune fille répondit qu'elle avait ses propres méthodes pour recueillir des informations.
Lady Lia expliqua qu'elle était venue le voir aujourd'hui non pas en tant que connaissance, mais en tant que cliente. Mais avant cela, elle voulait clarifier une chose. Owen savait de quoi elle parlait. Et Lia lui demanda pourquoi il n'était pas venu au mariage. Mais, en réalité, ce n'était pas ce qui l'inquiétait. La fille lui demanda s'il se sentait coupable d'être tombé à l'eau. Rosetta comprit que ce serait bien mieux pour elle s'il se sentait coupable. Le problème était qu'il risquait d'entraîner Cadriel dans cette histoire. Et si elle ne voulait pas que cela arrive, elle devait absolument le rallier à sa cause. Owen répondit qu'il était sincèrement désolé de s'être évanoui un instant. Lia sourit et dit qu'elle avait failli mourir parce qu'il lui avait lâché la main. Mais la jeune fille a ajouté que tout allait bien et qu'elle était venue le lui dire car il n'était même pas venu à leur mariage. Elle voulait qu'il se confie à elle. L'homme était surpris qu'elle vienne dans un endroit aussi dangereux juste pour lui en parler. De plus, elle a dit qu'elle était venue le voir en tant que cliente. Lady Lia avoua alors à Owen qu'elle était venue lui demander des informations. Elle s'intéressait à la pirate Rosetta, le premier amour de Cadriel. Owen était très surpris que Lia pose cette question. La jeune fille lui a également demandé des informations sur l'équipe Rosetta. Elle voulait les rencontrer et discuter. Lia a dit que son mari l'aime, mais elle pense qu'il pense à cette fille, alors elle aimerait en savoir un peu plus sur elle. Elle n'avait demandé de l'aide à Owen qu'une seule fois et lui avait promis que personne ne le découvrirait. Il ne savait pas quoi faire. Lorsque Léa courut vers Anna, elle lui dit qu'elle devrait bientôt la mettre sur la liste des personnes recherchées. La jeune fille répondit qu'elle avait tout fait et qu'elle pouvait partir. Ils arrivèrent miraculeusement à la maison avant Cadriel. Rosa s'allongea dans son lit et attendit l'arrivée de son mari. Elle le accueillit comme si elle venait de se réveiller. Cadriel invita sa femme à dîner et Rosa lui demanda de lui trouver un professeur d'escrime. Le mari fut surpris, mais promit de faire ce qu'elle voulait. Owen était assis dans la voiture en face de son ami. Cadriel lui demanda « Eh bien, Owen, qu'est-ce que ma femme t'a demandé de faire ?» Mais son ami resta silencieux. Cadriel se rappela alors que lorsqu'il lui avait permis de faire une reconnaissance dans cette zone, ils avaient convenu qu'Owen leur montrerait tout ce qu'il avait appris. L'homme a demandé à son ami pourquoi il refusait maintenant l'accord. Owen a répondu qu'il était curieux de savoir pourquoi son ami agissait ainsi avec les secrets de sa femme. Cadriel a demandé à son ami de ne pas jouer les courtiers en information. L'homme a répondu qu'il ne jouait pas, mais qu'il réfléchissait simplement à la position à adopter. Il a ajouté que c'était important lorsqu'on traite avec des clients qui sont des amis. Cadriel a alors dit à son ami qu'il l'avait mal compris. Il a dit que son seul but était de protéger sa femme. Cadriel lui a donc demandé de faire tout ce qu'elle voulait pour l'empêcher. Owen fut surpris et dit qu'il ignorait complètement sa demande. L'homme répondit qu'il avait une idée et qu'il prendrait donc tous les frais à sa charge. Cadriel demanda alors à son ami de lui faire savoir s'il avait appris quelque chose sur Toulon. Owen réalisa qu'il savait déjà tout. Cadriel répondit que sa principale préoccupation était la sécurité de sa femme, raison pour laquelle ses hommes la surveillaient. Owen dit qu'il les aiderait, mais qu'il avait aussi une requête à formuler. Il a dit avoir entendu dire que Lia avait besoin d'un professeur d'escrime. Oui, il aimerait la former personnellement et il est plutôt doué à l'escrime. Cadriel demanda à son ami ce qu'il manigançait. Il répondit qu'il voulait confirmer quelque chose. De plus, elle n'aurait pas à emprunter à nouveau le chemin périlleux pour le savoir. Lia demande à Owen ce qu'il faisait ici. Il lui demanda la permission de se présenter officiellement. « Vicomte Owen Canberg à votre service. À partir d'aujourd'hui, je serai votre entraîneur d'escrime. » La jeune fille lui expliqua que c'était une incroyable coïncidence. Owen admit qu'il avait lui-même sollicité ce poste car il était dangereux pour elle de se rendre à l'endroit où ils s'étaient vus pour la dernière fois. Lia lui demanda ce qu'il avait dit exactement à Cadriel à propos de leur rencontre. Owen resta silencieux, se souvenant que son ami lui avait demandé de garder le secret sur sa relation. La jeune fille lui demanda où en était leur affaire et il lui donna une liste des membres de l'équipage de Toulon qui pouvaient être contactés à ce moment-là. Le gars lui a dit d'en choisir un et qu'ils iraient le voir. Rosetta a souri et a dit qu'ils iraient le voir immédiatement. Alors qu'ils traversaient le marché,
Owen dit à Lady Leah qu'elle n'avait pas besoin de prendre un tel risque et qu'elle pouvait rester chez elle. Mais la jeune fille répondit qu'elle avait besoin de parler en personne. Pendant qu'il le cherchait, Turner dit à Leah que le garçon s'appelait Melvin et qu'il était le plus jeune du Toulon. Rosetta l'avait recueilli quand il était petit. Owen rappela à Leah de faire attention, car il était un ancien pirate après tout. La fille demanda pourquoi Lex, et le type répondit qu'il s'était cassé la jambe et vendait maintenant diverses choses au marché. Il était extrêmement rusé, alors Turner lui rappela une fois de plus qu'un instant de faiblesse pouvait lui coûter ses bijoux. Leah feignit d'avoir peur. Rosetta décida de créer une occasion pour elle et Melvin d'être seuls. Pour ce faire, elle exploiterait sa vieille habitude. Lady Leah fit semblant de glisser sur une carotte et tomba sur le garçon. Il vit ses vêtements et ses boucles d'oreilles en diamant et se laissa immédiatement prendre à son appât. Melvin se prit la tête dans les mains et commença à déplorer son échec. Owen cria qu'il n'avait pas une égratignure et Leah dit qu'elle l'accompagnerait chez le médecin. La jeune fille dit à Owen qu'elle conduirait le garçon jusqu'à la calèche et lui demanda de s'occuper des légumes. Turner n'était pas emballé par l'idée. Dans la voiture, Melvin remercia la dame de son attention. Mais Rosetta l'interrompit, lui disant qu'il suffisait de faire semblant et l'appela par son nom. Le garçon lui demanda comment elle connaissait son nom. La jeune fille répondit qu'elle le savait par le second du capitaine, Nick. Elle voulait savoir si Melvin était l'un de ceux qui l'avaient trahi ce jour terrible. Leah lui a dit qu'elle et Nick réunissaient ceux qui avaient participé à la rébellion 4 ans auparavant. Elle était donc venue l'inviter à les rejoindre. Rosetta pria pour qu'il refuse, afin de ne pas se tromper. Melvin répondit à la dame qu'elle se trompait et qu'il n'avait pas pris part à la mutinerie. La fille lui demanda alors s'il voulait tuer cette capitaine folle. Melvin, indigné, répondit que servir le capitaine Rosetta était la meilleure chose de sa vie. La jeune fille lui avoua alors qu'elle était Rosetta, étoile rouge. Pour preuve, elle lui montra son bracelet de capitaine. Melvin n'en croyait pas ses yeux. Rosetta a déclaré qu'elle était revenue de l'abîme salé pour se venger de Nick, le lâche salaud qui l'avait poignardé dans le dos.